En août dernier, un certain Feldup, dont j'ai redécouvert le travail avec beaucoup d'intérêt, publia une petite trouvaille pleine de sincérité au sujet d'une cassette audio abandonnée au creux d'un sentier quelque part en France. Un segment de l'épisode était consacré au sauvetage du mystérieux enregistrement, moment où j'avoue avoir partagé un peu l'excitation des protagonistes. La présentation de la relique se terminait par une proposition, rassembler sous un hashtag des trouvailles similaires, je cite, des trucs qu'on a pu trouver dans la nature, entre deux étagères d'une maison abandonnée ou de notre cave, ces photos et vidéos étranges que vous avez trouvées, ces médias, ces clés USB, dont vous ne vous expliquez pas la nature, et qui pourront attiser un sentiment de mystère chez plusieurs personnes. L'appel a tout de suite piqué mon intérêt pour la simple raison que je savais exactement où trouver une bonne trentaine de cassettes audio, dont au moins une avec un segment tout à fait étrange, et dont j'avais encore un souvenir très vivace. Je vais reprendre l'histoire du début, histoire d'étoffer un peu le contexte. Alors on n'est pas tout à fait de la même génération, Feldup et moi. L'âge où il montait ses premiers ARG, mes frères et sœurs et moi, on enregistrait des histoires de peur nulles sur des petites cassettes avec un appareil joué My First Sony, du modèle que vous pouvez voir sur cette photo que j'ai prise sur le net. Je me l'étais vu offert de mémoire en 99, j'avais alors 5 ans, et c'était vite devenu un jeu collectif auquel on s'est consacré jusqu'en 2008 environ. J'ai des souvenirs très chaleureux associés à cette machine et à cette pratique de l'enregistrement audio. Le contenu des cassettes allait de l'enregistrement de petites séquences de dessins animés et autres programmes qui passaient à la télé. Par exemple, on avait une belle collection de monstromorphes pour ceux qui s'en souviendront, aux chansons improvisées en passant par des interviews non sollicitées de nos proches et des sessions d'espionnage chez les voisins de ma grand-mère. Mais une composante essentielle de ce jeu, c'était les histoires de peur. Je me souviens qu'un de nos rituels préférés du samedi, c'était de se rassembler dans la chambre ou le salon, tôt le matin, souvent à hauteur d'un petit chauffage soufflant et d'échanger au micro quelques histoires effrayantes. Notre repère dans la pénombre était le petit voyant rouge de l'enregistreur dont la lueur s'atténuait quand on parlait. D'ailleurs, si vous permettez. Pendant des années, on enregistrait en très grande quantité, de sorte qu'on se retrouvait souvent à court de bande. Dans ces cas-là, on avait deux solutions. On demandait pour acheter des neuves à mes parents ou à ma grand-mère, qui n'était jamais très chaud, ou bien on puisait dans les vieilles cassettes de mes parents, de vieux enregistrements de musique ou de radio, qui ne servaient plus, avec ou sans les raccords. C'est là que ça devient intéressant. Sur la période tardive, vers 2007-2008 je crois, dans une de ces périodes de dèche, on est retombé sur une très vieille cassette dont on ne se souvenait même pas de l'existence. On écoutait toujours les anciens enregistrements avant de les remplacer par nos bêtises, histoire d'être sûr de ne rien supprimer de précieux. Et celle-ci l'était. C'était une séquence de plusieurs minutes de bruit industriel, de masses qu'on décharge au sol et de métal tordu, avec quelquefois des sons étrangement intermédiaires entre la voix humaine et la tôle qui grince. Le détail qui nous a le plus marqué, en tout cas moi ça m'a beaucoup marqué, c'est que tout à la fin des cris effrayés de chiens accompagnaient le vacarme. On a immédiatement trouvé ça génialement flippant, et ma grande sœur et mon frère aîné ont entrepris d'improviser chacun une histoire avec cette source d'inspiration soudaine. Des histoires d'usines abandonnées où des vieux maniaques torturaient et découpaient de pauvres animaux devant un témoin impuissant qui n'avait rien à faire là. C'est depuis ce moment que nous avons donné à la séquence son titre officieux, l'écho des forges. Revenons en 2021. Depuis toutes ces années, je n'avais plus que le souvenir de cette séquence précise et plus aucune idée du contexte de ces sons étranges. Aussi, la dernière fois que je suis passé à l'appartement de mes parents, en septembre de l'an dernier, j'avais une idée en tête. Récupérer toutes les cassettes, retrouver finalement l'enregistrement d'origine et peut-être obtenir enfin quelques éléments de contexte. Comprenez-moi bien, dans l'état où étaient mes souvenirs, l'enregistrement était nimbé de mystère. Au milieu d'une vieille cassette de mes parents qui ne faisait qu'enregistrer des concerts, des émissions de radio et leurs performances musicales, ces bruits de cauchemar n'avaient absolument aucune raison d'être là. C'était vraiment une pure anomalie. J'ai été accueilli dans la chambre par mon frère, qui m'a rappelé où étaient stockées les cassettes, et j'ai tout récupéré avec la promesse de numériser l'ensemble. Entre nos propres enregistrements et les cassettes de mes parents, j'avais au moins 40 cassettes. Vous voyez ici en vrac le travail qui m'attendait. Ça allait être très long. La numérisation a été un vrai calvaire, il a fallu que je passe par 4 appareils différents. Le dernier étant offert par mon père qui avait eu vent de mes déboires avant de pouvoir vraiment commencer le travail. Et finalement, le 9 janvier, j'ai fini par retomber dessus, sur une cassette à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'était une cassette où mes parents avaient enregistré à l'attention de ma grande sœur quelques exercices en lien avec les tables de multiplication qu'elle avait à l'époque un peu de mal à apprendre. La cassette contenait une série de chansons originales pour apprendre les tables en chantant, une longue histoire de pirate où le protagoniste comptait ses pièces d'or, et après ça, contre toute attente, à la suite de ces deux séquences franchement très enfantines, l'écho des forges. Alors avant de commenter, je vais vous laisser apprécier l'enregistrement dans son intégralité, histoire de garder un peu l'effet de surprise.
que vous compreniez ce que j'ai pu ressentir à l'époque où, jeune ado, je découvrais ce petit morceau d'étrange purement par hasard. Ce jour-là, il y avait des travaux assez bruyants dans la rue et la conversation a commencé comme ça. Peter Ustinov, ce bruit, juste à côté de chez vous, provient-il de votre laboratoire de recherche musicale? C'est pas absolument à côté de chez moi, c'est à Detmold. À Detmold, dans la Bundesrepublik Deutschland. On reçoit argent du gouvernement, des très grandes quantités d'argent, mais jamais assez. Pour ça, on a supprimé l'arme atomique allemande pour me donner les moyens
pour expérimenter avec des sons divers. Prochaine question, s'il vous plaît. Celui-là est visé. Et où, pour l'instant, vos recherches, vous les menez dans quelle direction? Dans la direction où il y a des sons. Notamment, à nord-ouest, le matin, il y a le silence. Je ne fais pas de recherche dans cette direction avant qu'il y a un son. S'il y a un klaxon, je change tout mon appareil pour chercher à le comprendre, à l'analyser, de le réduire, et puis après, par des moyens artificiels, de reconstruire ce son comme un klaxon. Alors, à l'aube, on a un klaxon. Durant la journée, j'ai un laboratoire de 15 personnes qui travaillent là-dessus en détruisant ce son. Et après le déjeuner, on le reconstruit et vers le soir, on a de nouveau un son de klaxon. Ça, c'est le base de notre travail. Arriver à détruire et reconstruire. Et je pense personnellement que c'est comme ces recherches avec l'immortalité. On prend un mot, on redonne la vie. Et j'ai fait la même chose avec les bruits, avec les klaxons, avec les sons de la rue. Ah, voilà un klaxon! Hans, bitte umdrehen! Pardon, je ne voulais pas vous interrompre, mais je voulais dire à mon assistant d'être éveillé aux possibilités sonores. Que la plupart des gens entendent des bruits, mais n'écoutent pas les bruits. Moi, quand j'entends quelque chose qui m'agace, je l'écoute au lieu de l'entendre. Et c'est pour ça que je passe la moitié de mon année in une clinique pour la désintoxication sonore, qui est une nouvelle maladie de nos temps. Et comment est-ce que votre recherche relie avec la musique plus traditionnelle? Pas du tout. Pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout. Je trouve que la musique traditionnelle, c'est une espèce de folie collective de l'homme qui est arrivé à travers les siècles de se divertir en arrangeant des notes dans une certaine ordre. Mais la vie n'est pas une ordre, c'est le désordre, comme a dit Léon Zitrone. Et il faut construire tout dans le désordre avant de le comprendre dans l'ordre. Alors qu'est-ce que c'est Beethoven? Qu'est-ce que c'est Mozart? C'est artificiel. C'est comme les décorations sur un bâtiment. C'est un arrangement de notes qui font un son que les gens dégradent en sifflant dans leur salle de bain ou pendant les choses quotidiennes dans les rues. C'est pas ça la musique. La musique, c'est toutes les choses qui sont pas organisées. Ce sont les bruits. Par exemple, la beauté d'être assis dans une dentiste, chez un dentiste, la bouche ouverte, et pas chanter, mais avoir seulement les bruits des divers instruments qui pénètrent dans vos nerfs. C'est ça la musique. Parce que maintenant, on est arrivé à un point où il y a tellement... Écoutez ça, vous entendez dans la rue, Hans, bitte noch einmal umdrehen. Voilà, ce soir, on va réduire ça et le matin, on va reconstruire. C'est ça, comme dans la compréhension des divers bruits qui nous entourent. Et c'est ça la vérité foncière. C'est dans ça où se trouve le secret de l'univers. Je ne m'arrête pas au monde, je dis de l'univers. C'est ça le vrai sens que Friedrich Hebbel a voulu dire quand il a dit cette phrase mémorable. Einmal hat einer eingeschlichen, was dir nur einmal gesagt hat. C'est intraduisible, mais ça, dans ça, il y a là toute la vérité, le poids de la vérité du monde. Christianisme, bouddhisme, alles alte. Tout l'autre. Prochaine question. Cependant, il semble que dans la recherche contemporaine musicale, il y ait des signes de retour à l'instrument. Par des lâches. Par des lâches. Et je suis le seul qui fait des vraies recherches. Parce que je suis le seul qui déchiffre des sons que les autres, comme j'ai dit avant, entendent mais n'écoutent pas. Quand le téléphone sonne, qu'est-ce que les gens font? Ils détruisent en levant le récepteur.
Moi, j'écoute la musique, le rythme de ce téléphone et je réponds jamais. Parce que la beauté du téléphone, c'est dans la sonorité pure, dans ce rythme implacable qui fait partie de notre civilisation, qui est une des décorations, une des sources de force, un puits de force pour moi. Chaque fois que le téléphone, quand je me sens faiblir, il y a là quelque chose où je peux concentrer tout mon effort. Je ne sais pas si vous me suivez. Je me sens un peu faible maintenant parce que le téléphone n'a pas sonné pour quelques minutes. Cependant, l'instrument est aussi un appareil à produire de bruit. On peut produire du bruit avec un instrument de musique. Oui. Est-ce que ce bruit-là vous intéresse? Pas du tout. Pas du tout. J'aime prendre un violoncelle et le jeter par les fenêtres. Là, ça produit un bruit qui n'est pas comme les autres. Au moment où il se casse. Absolument. Mais vous n'avez pas à m'expliquer comment font mes propres recherches, monsieur. Je suis très sensible, je n'aime pas quand les gens mettent en parole ce qui doit être senti et entendu surtout, qui casse sur le trottoir. Oh, que c'est lourd tout ça, que c'est cru. Donc, voilà le fin mot de l'histoire. Les sons introduisaient un entretien sans doute enregistré à la radio avec l'acteur britannique Peter Ustinov, un étrange personnage qui versait aussi un peu dans l'expérimentation musicale. Après tout ce temps, j'avais une explication, et en prime, j'étoffais un peu ma culture. J'aurais pu me dire un peu déçu quelque part que le mystère soit dissipé. J'avais mis beaucoup d'attentes dans cet enregistrement et il se révélait finalement tristement banal. Les émissions culturelles que mes parents affectionnent encore aujourd'hui se parent souvent de cette esthétique étrange. Mais qu'importe, la quête m'aura occupé quelque temps et aura aussi donné l'occasion à plein de souvenirs de refaire surface. J'en suis venu à être fasciné par les enfants que nous étions, l'univers dans lequel on évoluait, et les montagnes d'épouvantes qu'on pouvait bâtir avec ces petites énigmes du quotidien. Et je souhaite aujourd'hui voir les prochaines générations bâtir leur propre mythologie sur leurs propres petits mystères.